Ma position vis-à-vis de l'anthropologie, qui est mon métier, enfin, je ne sais pas si c'est mon métier d'ailleurs, enfin, je suis un anthropologue amateur venu de l'extérieur. J'ai effectivement passé ma thèse à la Sorbonne en 1953 et mon directeur de thèse, Griaule, qui était un type très marrant, qui avait fait du cinéma, me dit une semaine avant, j'ai lu votre texte, ça va, dites-moi le point le plus faible sur lequel je peux vous attaquer. Ce qui est bien pour un professeur. Alors je lui dis, c'est les problèmes de la cosmogonie, de la cosmologie, les gens que j'ai étudiés, etc. Et je lui ai dit, et j'étais bête, je lui ai dit, mais je pourrais améliorer ça, j'ai fait des films sur ce sujet, on pourrait les projeter à la Sorbonne. Et Griaule m'a dit, mais vous êtes complètement con. Qu'est-ce que c'est qu'une thèse, hein? Alors c'est là où on rentre dans le circuit. Une thèse d'ethnographie. Une thèse d'ethnographie, c'est un rite de passage. Et dans ce rite de passage, la question la plus importante, c'est de réussir à avoir à la fois les félicitations du jury, ça vous l'aurez, me dit-il, merci, mais à l'unanimité. Or, le vote à la Sorbonne sur l'unanimité est un vote secret sur papier. Or, le cinéma à la Sorbonne, c'est le diable. Et la possession commence. Lentement, par le pied gauche, puis par le pied droit. Elle monte par les mains, les bras, les épaules et la tête. Et le premier possédé se lève. C'est Capral Gardi, le caporal de garde. Il salue tout le monde. Puis, il demande du feu. Du feu pour se brûler, pour montrer qu'il n'est plus un homme, mais un haouka. Eu, assim, conheci a obra do Rouch quando estava estudando Ciências Sociais na Bélgica nos anos 70, né? Que eu era aluna de um africanista que era muito amiga dele, que é o Luc Deuche, e eu aprendi antropologia vendo os filmes do Rouch, né? A contribuição do Rouch é de mostrar que os antropólogos devem trabalhar mais com a expressão que é fala, corpo, imagem, manifestações culturais completas, né? Que são diretamente transmitidas através de um filme, né? Com menos filtros que na escrita, que é uma seleção muito menos acessível ao público. Et en voyant ces visages souriants, en apprenant que ces hommes sont peut-être les meilleurs ouvriers de l'équipe des Waterworks, en comparant ces visages avec ces visages horribles de la veille, on ne peut s'empêcher de se demander si ces hommes d'Afrique ne connaissent pas certains remèdes qui leur permettent de ne pas être des anormaux, mais d'être parfaitement intégrés à leur milieu. Des remèdes que nous ne connaissons pas encore. Eu não sei julgar, até porque eu não tenho conhecimento histórico para isso, o quão revolucionário foi o trabalho dele. Esse colocar paixão dentro do trabalho, essa incorporação da paixão, seja pelo grupo estudado e principalmente pelo meio, né? O Jean Rouch estuda é alguém que ama o cinema, né? É alguém que tem uma relação de devoção e não acha que essa relação de paixão possa ser algo pernicioso para a produção antropológica, né? Eu acho que ele incorpora a paixão na produção de conhecimento que ele tem, que é um dado extremamente interessante. Sur le plan de la méthode, j'étais confronté à ce que j'aime beaucoup,
on ne savait pas où on allait. Il n'y avait pas de scénario écrit, il n'y avait pas de dialogue. On rentrait dans l'histoire et elle se fabriquait dans la caméra. Alors, l'avantage qu'avait ce dispositif, je parle pour les jeunes techniciens qui sont ici, qui sont comblés d'appareils autonomes et dans lesquels on peut tout faire, c'est que là, toutes les 25 secondes, j'étais obligé de m'arrêter, de remonter la caméra. Alors tout le monde s'arrêtait, et c'est très bien de s'arrêter toutes les 25 secondes, et même en ethnographie ou en sociologie, c'est qu'on réfléchit à ce qu'on fait. Et pour le cinéaste amateur que j'étais, je réfléchissais à la mise en scène. Donc la mise en scène se fabriquait au moment du de la... Et elle était longue à remonter, la belle où elle est dure. Donc c'était un moment où tout s'arrêtait toutes les 25 secondes et on partait. Alors c'est quand même formidable. Le marché à 8 heures, Abidjan de Lagune, beau séjour. Et les jeunes filles à la mort cha-cha-cha, Abidjan de Lagune, beau séjour. En disant chérie, au rendez-vous de ce soir, nous les rejetterons au bas de l'ambiance. Ele é cineasta. Agora, a antropologia está ligado, ele está ligado no cordão umbilical dele, está ligado à antropologia, né? E é uma coisa importante, né? E essa união da antropologia com o cineasta é muito importante. Et soudain, c'est la catastrophe. Le lion charge avec son piège, rattrape un berger peul, je m'arrête de tourner, mais le magnétophone continue à enregistrer. Et maintenant, le cinéma montre beaucoup de choses et peut aller beaucoup plus loin. Et l'imaginaire est rentré dans le cinéma du réel, forcément. Car le véritable... Là, on revient sur les théories des philosophes. Ce n'est pas la vérité au cinéma, c'est la vérité du cinéma. Et le cinéma a une certaine vérité, et qui ne peut pas être mise ailleurs. Un film, ça ne s'écrit pas. Quand il est écrit, bon, ça peut être un scénario, ça peut être un dialogue, etc. Mais normalement, un film, ça se regarde. Et ça s'entend. Eu acho que são muitas as influências do cinema do Jean Rouch no cinema documentário brasileiro e no cinema brasileiro de um modo geral. Eu tenho essa impressão. Eu conheci Jean Rouch quando nós terminamos de fazer aquela primeira série de documentários em São Paulo, do que foi o Viramundo, os Subterrâneos do Futebol, o Memórias do Cangaço e o que foi feito no Rio de Janeiro, que era a nossa escola de samba, que nós trouxemos para o primeiro FIFE, que foi o Festival Internacional do Filme, que se realizou no Rio de Janeiro em 65. E ele estava no festival. Ele e uma série de críticos e de estudiosos de cinema que estavam muito envolvidos com a questão do cinema verdade, do cinema direto, com as novas tecnologias da câmera 16mm em sonora, as novas câmeras com Nagra, enfim, aquilo que permitiu todo um tipo de cinema mais móvel, mais ágil, com som sincrônico, com a imagem. A gente pensou que aquilo que o cinema fosse retratar e que fosse, pelo fato do cinema falar
e a imagem e o som eram sincronizados, que antes disso não era, você não sincronizava, em documentário você não sincronizava, você não tinha equipamento. Então a gente achava que aquilo que a pessoa estivesse falando transmitiria a verdade. Quer dizer, a verdade, evidentemente hoje, a gente vê que a verdade não é só isso, a verdade é muito mais do que isso. Mas o nome Cinema Verdade era porque você registrava a imagem e o som ao mesmo tempo, que era uma novidade. E foi isso que o Jean Rouch aperfeiçoou com o suíço, o Kudelski. E daí nasceu o Nagra, que era o aparelho que te permitia gravar e filmar ao mesmo tempo, entende? Eu ainda hoje tenho um aparelho desse, que era o primeiro, que é um aparelho pré-histórico, quer dizer, ainda hoje funciona, mas com esse aparelho nós começamos a trabalhar. Que era o Nagra, era o primeiro modelo do Nagra que veio com a gente, entende? Ele ainda hoje funciona e a gente fez muita coisa com esse aparelho. Então ainda hoje eu tenho porque ele funciona e é bem bom. A existência do Nagra acoplado ao filmador, permitindo o sincronismo da palavra e da imagem, é que talvez gerou essa palavra Cinema Verdade. A gente sabe que o cinema o cinema documentário é o ponto de vista do diretor. Esse tipo de cinema que de alguma forma ligava uma estética documental com preocupações de análise social, não é? Quer dizer, de alguma maneira um cinema que vinculava o cinema documentário a uma interpretação de certos fenômenos sociais, como no caso do Viramundo, a migração de origem rural para São Paulo, entendeu? Ou seja, que aproximava com as ciências sociais, com a sociologia e tal. Isso nos aproximou muito deles. Fazer cinema verdade naquela época era um ato político. Quer dizer, nós vivíamos um momento onde você não tinha muita opção política. Quer dizer, você ou era de direita ou era de esquerda. Então fazer cinema querendo retratar alguma coisa da realidade brasileira era, em primeiro lugar, um ato político, né? Um ato de risco, inclusive. O cinema verdade, quer dizer, ele entrou aqui não com uma forma estética, com uma curiosidade tecnológica, ele entrou realmente com uma necessidade política mesmo de fazer o Brasil falar. O Brasil tinha necessidade de pôr para fora aquilo que era proibido, né? Que estava sendo abafado, né? Le système, c'est de partir avec sa caméra, d'être seul, de ne pas avoir de scénario, ne rien savoir et d'enregistrer les éléments au fur et à mesure, qu'il se passe comme vous l'avez fait tout à l'heure, avec beaucoup de réticence. Vous mettez 3 films et vous y arrivez à votre sujet. Il ne faut pas être pressé. Never be in a hurry. Il faut attendre, à ce moment-là, le film va naître dans la caméra. Pour moi, l'idée était de tourner un film sur une technique particulière et surtout des relations des chasseurs avec les lions. C'est un film dans lequel, là encore, j'ai découvert des choses très importantes et qui est un des problèmes que l'on se pose continuellement, nous, anthropologues, vous posez. Est-ce que vous
rentrer en croyance. Alors, moi, la réponse dans ce cas-là, les chasseurs de lions, je dirais, c'était une rentrée en croyance provisoire. Pourquoi? Parce que la chasse de lions est très dangereuse. Et j'étais avec ma caméra qui faisait du bruit et avait l'odeur de l'acier. Il a fallu que je mette de l'ail sur la caméra pour qu'elle ne sente pas, car le lion charge celui qui est armé. Marin fusil ou une lance. Donc déjà, j'étais forcé de me livrer à ce truc, ça puait l'ail, mais enfin c'est pas grave. Et d'autre part, la condition pour chasser le lion, c'est de le regarder dans les yeux et que lui vous regarde. C'est la même chose à la guerre. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un qu'on n'a pas regardé dans les yeux. Donc, on avait pris le maximum de précautions pour pouvoir prendre le maximum de risques. Donc, c'est dans ces conditions que j'ai tourné ce film, mourant de peur. J'ai fait le commentaire devant l'image, bien sûr. Et si vous voulez, je pense, alors là on entre dans un dialogue qui n'a rien à voir avec la chasse au lion ou le moins noir dont il faut que je vous parle. C'est si vous voulez, c'est une règle du jeu qui, je pense, était influencée par Nanook. Il n'écrivait pas, c'était pas un homme d'écriture. C'était un géologue, Flaherty. Donc il vivait avec des Esquimaux qu'il aimait bien, il avait été marié avec une femme esquimaude, etc. Il faisait partie de ce groupe. Donc il avait une merveilleuse caméra, qui est la clé, qui est une caméra 35 mm avec 2 objectifs couplés comme sur le Rolleiflex, ce qui permettait de faire à pleine ouverture le point dans le viseur. Et dans le viseur de cette caméra, il voyait le film. Dans les viseurs des caméras que j'ai utilisées, je voyais le film. J'étais dedans. Donc quand je tourne, je suis le premier spectateur du film. Et si j'ai peur, c'est que le film est bien. Mais il ne faut pas trembler. C'est ça. Voilà. Para mim não existe esse sentido de ser mais antropólogo ou mais cineasta, mas alguém que está nessa área de fronteira, alguém que está numa área de contaminação, numa área de interface e que eu acho que é um lugar possível de estar. Jaguar, faithful, Jaguar, faithful, Jaguar, je me promène dans les rues, je suis devenu jaguar. Qu'est-ce que veut dire jaguar? Eh bien, jaguar, c'est le jeune homme galant, qui a la tête bien peignée, qui fume, qui marche, tout le monde le regarde, il regarde tout le monde, il voit toutes les belles filles, il fume sa cigarette tranquillement. Voilà ce que veut dire jaguar. Il me dit, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un vrai film? Alors je lui dis, c'est quoi un vrai film? Ben, c'est un film avec des acteurs, avec des trucs, une histoire à raconter, c'est pas un film documentaire, comme on le voit au cinéma. Et c'est là, je lui dis, tu es prêt à jouer? Il dit, oui, oui, qu'est-ce que tu joueras? Je jouerai le voyou. Et je raconterai l'histoire de notre voyage. Et là, on a décidé avec les autres, on a inventé l'histoire de Jaguar, où ils partaient de leur village pour aller au Ghana, en Gold Coast, c'était pas encore le Ghana, pour gagner de l'argent, et ils allaient partir à pied, et c'est le récit de leur voyage. Et le récit de ce voyage était quelquefois filmé, et on enregistrait un bout du commentaire. Mais c'est pas un commentaire, c'est un dialogue réel avec les gens. Quand le film a été fini 1 an plus tard, j'ai utilisé le son direct avec le fait qu'il
le dialogue qu'il improvisait. Par exemple, on croise un camion sur la route, on est à pied, le camion est la tête en bas. Voilà, il ne faut pas prendre le camion, c'est trop dangereux. Voilà les commentaires qu'il faisait. Bon, on passe chez les Somba qui sont nus. Et lui, il déclare, je vais me mettre nu puisque je suis chez les Somba qui sont nus. Et il explique à ses copains que les Somba bien connus, il ne faut pas les traiter comme des sauvages. C'est Dieu qui les a créés comme cela. Et c'est un commentaire d'ethnographie primaire africaine. Le respect qu'on doit avoir pour une culture qui n'est pas la vôtre. Donc, tout ça a été improvisé à la prise de vue. Uma contribuição que com certeza, né, eu acho extremamente importante, a introdução e a ideia do elemento de ficção, a possibilidade do elemento de ficção. Que na verdade a palavra fictio, ela não vem da ideia de falso, como a gente está acostumado a falar, né? A ideia de fictio, ela vem da ideia de construído. Então, a ficção, ela tem seu lugar dentro da antropologia. Le montage est un moment très important, effectivement, c'est un moment de réalisation. Et vous voyez, si vous tournez avec des caméras comme celle-là, ou celle de mon ami Kagan, la solution que je propose, c'est de faire la sélection des séquences sur vidéo, mais de passer en 16 mm au montage. Car le montage est une opération physique. Le montage, ça se monte par la fin, un film. Comme la poésie, ça se monte par la fin. Donc, vous avez choisi la dernière image d'un plan. Eisenstein le montrait. On met ici ce plan de la dernière image et on fait défiler à côté le plan de la première image qui n'a aucune importance. On ne s'en souviendra pas, c'est la dernière image que l'on garde par suite de la persistance rétinienne. Donc là, on ne peut pas le faire en vidéo, pour le moment. Ils inventeront peut-être quelque chose. Donc il faut le faire et en même temps, ça permet de toucher et là, on ne touche à rien. La réalité dans le montage, c'est pas la réalité, c'est de la création. On crée quelque chose d'autre en montage, qui est un récit particulier, qui est utiliser les coupures, utiliser tout un langage qui n'existe pas, par exemple actuellement. On ne peut pas faire le montage, je vous dis une phrase, je vais jusqu'au bout. Il n'y a que le vent qui peut nous interrompre. Mais le montage, c'est la manière de raconter une histoire d'une autre façon. Donc de la structurer, de lui donner sa forme définitive. Et on ne l'a pas à la prise de vue. On a à prise de vue, si on fait des plans séquences, mais c'est très difficile. Si on fait des plans de 10 minutes, avec un chargeur de 10 minutes, ça va. Autrement, non, c'est difficile. Na minha opinião, hoje em dia as coisas não estão assim tão fechadas em caixa. É antropólogo, é cineasta, é médico, é não sei o quê. As coisas todas se misturam e são melhores quando elas se misturam. Ele é um cineasta e é um antropólogo. Ele é os dois. Chaque jour, des jeunes gens semblables aux personnages de ce film
arrivent dans les villes d'Afrique. Ils ont abandonné l'école ou le champ familial pour essayer d'entrer dans le monde moderne. Ils ne savent rien faire et tout faire. Ils sont l'une des maladies des nouvelles villes africaines, la jeunesse sans emploi. Cette jeunesse, coincée entre la tradition et le machinisme, entre l'islam et l'alcool, n'a pas renoncé à ses croyances, mais se voue aux idoles modernes de la boxe et du cinéma. Pendant 6 mois, j'ai suivi un petit groupe de jeunes immigrés nigériens à Trècheville, faubourg d'Abidjan. Je leur ai proposé de faire un film où ils joueraient leur propre rôle, où ils auraient le droit de tout faire et de tout dire. C'est ainsi que nous avons improvisé ce film. L'un d'eux, Eddie Constantine, fut tellement fidèle à son personnage, Lemmy Caution, agent fédéral américain, qu'il fut, en cours de tournage, condamné à 3 mois de prison. Pour l'autre, Edward G. Robinson, le film devint alors le miroir où il se découvrait lui-même. L'ancien combattant d'Indochine, chassé par son père parce qu'il avait perdu la guerre. C'est lui le héros du film, je lui passe la parole. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous présente Trècheville. Ele diz mesmo que o filme etnográfico para ele, em primeiro lugar, é para os africanos, para os povos africanos que ele pesquisou diretamente. Em segundo lugar, para os amigos africanos. Em terceiro lugar, para ele mesmo. Em último lugar, para os antropólogos europeus. Né? Então, a preocupação dele, eu acho que é voltada realmente para os povos africanos e como que ele ia fazer com que esses africanos tivessem voz e vez nesses filmes, né? Não só fazendo com que eles criassem suas próprias histórias, com que eles inventassem histórias, né? E como muitos desses filmes, como Noir Jaguar, foram feitos nas cidades africanas, né? Cidades essas que recebiam os migrantes que vinham da zona rural, né? Como mão de obra. Os filmes contam isso, quer dizer, como que um migrante africano numa cidade da Costa do Marfim vivia cotidianamente, mas são esses próprios personagens, atores, autores que inventam as histórias, dramatizam as histórias, né? Criam papéis, trocam de papéis. Dans les sciences humaines en particulier, la chose la plus importante est ce que nous appelons dans notre jargon le feedback, c'est-à-dire ce qu'en pensent eux-mêmes les gens qu'on a étudiés. Et dans ce domaine-là, avec quelques copains de Nanterre, on avait créé une anthropologie nouvelle qui s'appelait l'anthropologie partagée. Une anthropologie partagée, je prends l'exemple qu'on donnait qui était un peu bêta, c'était si on pose la question à un prêtre totémique, est-ce que vous croyez en Dieu? La seule possibilité, c'est qu'il puisse répondre « et toi ?» Parce qu'on est un être humain qui questionne un autre être humain. Bom, eu acho que no começo a antropologia compartilhada foi uma declaração de princípio, né? E pouco a pouco, pelo menos há uns 20 anos, os grupos estudados não deixam mais os antropólogos fazer uma antropologia que não seja compartilhada. Então, na minha opinião, eu acho que isso a gente viveu claramente no Brasil nos últimos 10 anos, onde cada vez mais os antropólogos estão envolvidos em tratar teoricamente questões que são questões que interessam diretamente as comunidades, né? Na medida em que, enfim, a antropologia é diálogo, né? E então não tem como não compartilhar os temas de pesquisa. Le boulanger a fabriqué la nourriture sur les arbres. Là, attends, c'est voilà. Ça. Mais regarde bien. Attends. Attends. Aborino et abori. Bon, tu as gagné lui. Oui, j'ai gagné. Magnifique bouffement de l'air. C'est assez. Ça suffit. Eh bien, je descends. D'accord. D'accord. Et on les trouve dans l'air, alors ils sont magnifiques. Ils sont bons à manger. Ils n'ont pas de microbes, ils sont tout à fait en haut. Les microbes n'ont jamais le temps de monter sur l'arbre. Voilà le coco. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mauvais, c'est tellement bon.
C'est plus bon que le fromage, hein. C'est bon, oui. C'est tellement bon. C'est bon plus que le lait aussi, hein. Oui. Comme le lait. Quand on mange ça, on n'a pas faim, hein. On n'a pas faim. Oh, mais mauvais, c'est doux. C'est très bon. Ça, et chocolat qui est bon. Bon, alors... Et donc, dans ce domaine-là, on est en face d'un problème qui est effectivement extrêmement passionnant et qui est l'ouverture d'une connaissance réservée aux sorbonnards ou aux gens qui ont fait les lettres, aux alphabètes, et qui vont étudier les gens qui ne sont pas, et qui n'ont pas l'écriture, qui ont autre chose. Et là, je pense que c'est ça, pour moi, l'avenir de l'anthropologie. Elle sera visuelle ou elle ne sera pas. Visuelle et sonore, bien entendu. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Je vais plus loin, ça me vaut beaucoup d'ennemis. On ne peut pas faire la théorie de sa pratique. Si on fait la théorie de sa pratique, on perd ce que moi j'appelle l'inspiration. Inspirez bien. Putain. Bien. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je reprends le titre champion du monde des poids plumes. Bravo Dodo, bravo Robinson, bravo champion du monde. Voici ce que je répète. Le champion du monde des poids plumes, Rashiga Robinson. Oh malheureux. Je ne suis pas un boxeur, c'est seulement un rêve. Et voici les vrais boxeurs. Écoutez, moi je vous répondrai de manière un peu simple et un peu bête. Le cinéma, ce n'est pas mon métier. Vous êtes ici chez vous. C'est sur cet écran que vous allez voir qu'on a projeté depuis des années et des années tous les films que nous avons réalisés avec Germaine chez les Dogons. Si vous voulez, aujourd'hui, le cinéma, la danse, le spectacle est devenu le complément indispensable à toute recherche en profondeur. Les gens que vous allez voir à l'écran, ce sont des gens qui sont morts aujourd'hui, mais dont le souvenir reste chez vous et dont le souvenir reste ici grâce au cinéma. Les cérémonies de levée du deuil d'Embarras Dolo. Ainsi fut tourné ce film, Le Dama d'Embarras, réalisé avec Germaine Dieterlin, sur des textes de Marcel Griaud.
Bon, voyez, cette voiture est une 2 chevaux et c'est une des plus belles voitures du monde. Et j'ai une 2 chevaux depuis toujours. J'ai fait un très joli film qui n'a jamais été vu au Brésil, qui s'appelle Cocorico, Monsieur Poulet, et qui est un film sur une 2 chevaux qui tombe toujours en panne et qu'on arrive toujours à dépanner, et à laquelle on a fait traverser les rivières en la faisant rouler au fond de l'eau, flotter, nager, etc. Donc, je trouve que c'est très bien d'avoir cette voiture devant le musée de Langlois. Et que ce film brésilien portera chance à la Cinémathèque, est toujours menacée d'être expulsée pour aller au Diable Vert. La Cinémathèque ne peut être que là, en face de la Tour Eiffel, quoi, c'est ridicule. Voilà.